Je m'en vais aujourd'hui partager avec vous l'un de mes déboires d'entrepreneur. Parce qu'il y a pas mal de gens qui s'asseyent chez eux et téléphone en main, connexion connectée, se retrouvent sur les réseaux sociaux et se mettent à donner des leçons aux entrepreneurs, aux gens, raconter comment c'est facile, comment on fait mal et tout et tout. Et parfois, ils ne savent pas que sur un seul post, sur une seule publication qu'on fait, beaucoup d'événements se sont passés avant la venue de cette publication-là. Que beaucoup de choses se passent, que ce n'est pas juste un texte qu'on a rédigé. Si on ne partage pas ces déboires-là, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a rien à raconter. C'est tout simplement qu'on préfère laisser certaines situations dans l'ombre et raconter beaucoup plus ce qui peut motiver. Mais de plus en plus, on se rend compte que beaucoup ne comprennent pas l'entrepreneuriat. Parfois, tu sensibilises les gens, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent rien à ce que vous êtes en train de dire et ont déjà leur petite idée à côté et passent le temps à vous dénigrer, vous insulter. Donc, je vais partager l'un de mes déboires d'entrepreneur avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, bien sûr, mais c'est à titre de sensibilisation. Pour que ces gens-là qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou qui sont déjà en entrepreneuriat prennent certaines dispositions. Parce que sinon, s'il y a des choses, ça va vous arriver. Et si ça vous arrive, que vous ne vous êtes pas préparé, que vous n'avez pas pris certaines dispositions, ça peut être fatal. Ça peut être fatal pour certaines personnes. Donc, je lance un entretien d'embauche. J'ai fini avec les menottes. C'est troublant, n'est-ce pas? C'est même amusant. Comment un chef d'entreprise qui lance un recrutement peut se retrouver avec des menottes dans une cellule? C'est terrible. Donc, comme je disais, cette vidéo, c'est à titre de sensibilisation. Je m'en vais donc vous expliquer de manière précise ce qui s'est passé exactement pour que dans l'entretien, on se retrouve avec des menottes. Voilà, dans le cadre de notre organisation ADI, Association des acteurs du digital, après avoir pensé les missions, les visions, la légalité de l'organisation, nous avons donc décidé de nous ouvrir. Et pour pouvoir s'ouvrir, comme l'une des missions de l'organisation, c'est de travailler avec des professionnels. On s'est dit, par exemple, aujourd'hui, moi, je n'ai plus le temps de pouvoir bricoler les vidéos ou quoi que ce soit. Il nous faut un professionnel ou alors quelqu'un qui a déjà cette compétence dans ses cordes qu'on pourra améliorer pour qu'il puisse réaliser des vidéos qui cadrent exactement dans ce qu'on fait. Voilà comment ma collaboratrice rédige l'offre et puis publie sur les différents réseaux sociaux. Et puis les candidats arrivent au bureau. On fait l'entretien et dans notre objectif, quand les candidats sont arrivés par exemple, on les met tous dans la même salle, on les présente ce que c'est que notre organisation, pourquoi on veut recruter, c'est quoi exactement l'organisation. On veut quelqu'un qui non seulement, même si on le paye quelque chose, il doit être partie prenante, il doit être un des nôtres pour qu'on puisse travailler. Donc on prend d'abord la peine d'expliquer l'organisation aux gens, expliquer nos objectifs, nos missions. Et on prenait la peine de leur préciser que si vous ne partagez pas nos missions, vous ne pas continuer la collaboration. Donc on a été clair là-dessus. Et on l'a fait comprendre qu'on ne veut pas de mercenaires, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui viennent uniquement pour l'argent et qui croient au projet ou pas tout ce qui les intéresse de l'argent, on leur a dit que non. On veut quelqu'un qui croit en notre projet et qui sera prêt à travailler avec nous. Parmi les candidats, certains ont été clairs, nous ont fait comprendre qu'actuellement, ils traversent des situations et tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, qu'ils ne vont pas continuer. On leur remercie pour leur franchise et on s'est séparés. Parmi, il y a certains qui dandinaient un peu, mais au deuxième entretien, un peu beaucoup plus pratique, pour essayer un peu de voir ce que la personne pouvait faire de manière pratique en quelques minutes, il y a un qui nous a fait croire que non seulement il épousait les valeurs de l'organisation, mais aussi il était prêt à aller sur notre rythme. On s'est donc dit, bon, celui-ci, il allait plutôt intéressant, voilà, il faut qu'on le convoque. Et pendant que ça se faisait, on préparait donc le lancement, c'est-à-dire qu'on devait faire une conférence durant laquelle on devait présenter notre organisation aux personnes. Et on s'est dit, pendant cette présentation, il faudrait qu'on fasse venir la personne qu'on veut recruter pour qu'il filme et pour qu'on puisse le juger de manière vraiment pragmatique sur ce qu'il est capable de faire. Comme vous le savez, durant l'entretien, les gens viennent souvent raconter beaucoup de choses, mais en réalité, beaucoup ne savent pas vraiment faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'avec le verbe là, ils disent beaucoup de bonnes choses, mais maintenant, quand il faut passer sur la phase pratique, ils sont généralement nuls. Bon, c'est donc dit donc, pendant cette conférence, il faudrait que cette personne vienne donc filmer pour qu'on voit de manière concrète ce que la personne est capable de faire. Et après ça, donc maintenant, on pourra donc s'asseoir, proposer un contrat correct, donc on pourra discuter des modalités de manière concrète. Et pendant qu'on préparait donc cette conférence, j'ai un ami à moi qui m'appelle, il me dit Yannick, je soutiens ma thèse de doctorat
je suis actuellement à Yaoundé, il y a une partie de membres du jury du côté de Douala. Donc, fais-moi un devis pour la couverture de l'événement, avec retransmission, bien sûr, de telle manière que ça se passe en ligne. Et puis, pour tendre dans la main à celui qu'on voulait recruter, puisqu'on lui a dit on veut des professionnels, des personnes qui ne travaillent pas pour l'argent, mais des personnes qui travaillent avec nous. Parce que quand vous travaillez pour nous, c'est différent. Quand vous travaillez avec nous, c'est différent. On s'est donc dit, si vous travaillez avec nous, tous les marchés qui entrent, qui ont trait par exemple au montage vidéo, c'est vous qui allez les réaliser, c'est vous qui gagnez le marché. Pour faire comprendre à la personne la puissance du réseau, de la communauté, qui peut permettre qu'en travaillant avec nous, s'il fait bien son boulot, il peut gagner certains marchés sans forcément aller dehors chasser les clients du jour au lendemain. Donc, quand mon ami m'appelle, me dit ça, je lui dis, bon, ok, j'ai compris, je te reviens demain. Je dis à ma collaboratrice pour relancer le candidat qu'on compte recruter là, et puis tu lui fais pas de l'offre qui est un marché externe et qu'il faut qu'il fasse un devis avec retransmission et tout pour la couverture, photo, vidéo, tout, qui nous dise combien ça fait. Le gars a monté donc le devis qu'on a envoyé. Pendant qu'il montait même le devis, le lendemain matin, il n'a même pas encore fini. Mon ami m'appelle pour me dire désolé Yann, du côté de Douala, on n'a pas accepté que ça se passe à distance. Je suis obligé de voyager pour aller à Douala, donc on va annuler, désolé. Et puis on a dit, ma collaboratrice on dit donc au monsieur que vraiment le devis qu'on demandait là, ça a été annulé. Bon, peut-être on pourra avoir d'autres occasions plus tard. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de faire et tout. On se retrouve samedi tel pour continuer ce qu'on avait commencé dans le cadre de notre entretien où tu vas venir filmer nos conférences. Le jour de la conférence, puisque la conférence était je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop de la date, mais c'était un samedi et ça devait avoir lieu à 16h. J'étais pas au bureau, il n'y avait personne au bureau. Autour de 14h30, ma collaboratrice m'appelle pour me dire que le monteur est déjà là. Bon, j'étais un peu surpris. Je lui dis, je serai là au bureau à 15h30. Je suis un peu loin, qu'il patiente. Et quand j'arrive à 15h30, je suis surpris de voir deux personnes au lieu d'une. Personne a fait l'entretien avec une seule personne. Je vois donc ils sont plutôt deux. Ok, je lui dis, désolé, je ne savais pas que tu allais arriver tôt et tout. Bon, c'est comme ça que les gens sont arrivés, ma collaboratrice aussi et tout. Et au moment de commencer la conférence, on se rend compte que le monsieur est venu avec d'autres appareils. En plus, pourtant, on ne l'avait pas demandé de venir avec les appareils, puisqu'au bureau, on a l'appareil. Par exemple, la caméra qui est en train de filmer là, c'est l'une de nos caméras avec nos micros professionnels, sans fil et autres. Donc, le monsieur vient avec d'autres appareils, avec un ami et un micro, le genre de micro qu'on arrête comme ça. Donc, quand il voulait filmer, je lui dis, mais je ne savais pas que tu venais avec des appareils. Bon, on s'est peut-être dit qu'il voulait nous impressionner et nous montrer peut-être l'arsenal qu'il a avec lui et peut-être qu'en venant avec son ami pour montrer la force de frappe, pour nous convaincre. C'est ce que nous, on se disait. On a dit, bon, dans tous les cas, ce n'est pas important. On leur a donné une de nos caméras, cette caméra qui est en train de filmer ici. Et on leur a dit, bon, votre micro n'est pas vraiment élégant, c'est mieux d'utiliser notre micro qui est plus professionnel sans fil. Le vôtre a le fil. Et puis, ils ont changé. Donc, c'est avec notre micro et notre caméra même qu'on filmait l'événement. Et avec une de leurs caméras qu'ils sont venus avec. Voilà qu'on finit donc l'événement, ça a fait presque une heure de temps. Quand on finit, bon, puisqu'il est venu avec un ami et tout, on s'est donc dit, bon, c'est quelqu'un, il est vraiment engagé, il veut nous montrer sa bonne volonté, qu'il est compétent et tout. On l'appelle donc, on lui donne 10 000 pour payer le transport. Donc, c'était même pas prévu, tout ça n'était même pas prévu. Mais le fait qu'il soit venu avec une autre personne, avec d'autres appareils, on l'a donné donc 10 000 pour payer son transport. On se sépare. Il nous dit, bah, tu viens avec les appareils, avec le truc filmé, quand avec les roches et tout. Il nous dit, je viens avec lundi. On dit d'accord. Quand il rentre dans le soir, il écrit à ma collaboratrice pour lui dire que mais, je ne comprends pas comment vous m'appelez de venir filmer et puis vous me dites que c'était pour l'organisation et tout. Mais j'ai dit que ben, c'est encore quoi cette histoire? On l'appelait pour un entretien. Bon, la collaboratrice était étonnée, elle me revient, je lui dis, mais c'est encore quoi cette histoire? On t'appelait dans le cadre d'un entretien. Et on t'a dit que pendant nos collaboration, il y a souvent des marchés qui vont arriver et quand ça arrive, on partage avec vous, c'est vous qui allez le réaliser parce que vous serez notre professionnel en LinkedIn, on n'ira plus chercher quelqu'un à l'extérieur. Et le marché qu'on voulait vous donner a été annulé à la dernière minute. Donc ce qu'on faisait, si ce n'est pas un marché, c'est pour nous. Pourquoi on doit avoir des appareils, des micros et plutôt aller encore commander d'autres appareils pour venir filmer? Ça n'a vraiment aucun sens. Il dit que non, il n'accepte pas qu'on doit le payer le montant qui était sur le devis. Bon, on s'est dit, bon, dans tous les cas, nous ne sommes même pas sur ça. Fais d'abord la vidéo, on veut voir le professionnalisme. C'était le professionnalisme qui devait mettre dans la vidéo, ça touche même dans la vidéo qui nous intéressait en réalité.
Le lundi, donc, le monsieur arrive avec la vidéo. Il nous donne la vidéo. On regarde aussi la vidéo pour voir la vidéo qui coûte 90 000, comme il était en train de demander. On regarde la vidéo n'a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire, c'était une vidéo comme toutes les autres vidéos. Et curieux encore, sur la vidéo, le monsieur a même mis son nom. C'est-à-dire, il monte un événement pour une organisation, il met son nom, sans même nous consulter et tout et tout. Bon, on a regardé et puis on lui a dit, bon, la vidéo, il n'y a rien vraiment de professionnel là-dedans. C'est une vidéo simple. Il dit qu'on le paye, qu'on doit le payer 90 000. On dit que non. On veut quelqu'un qui devait montrer de quoi il est capable. Maintenant, on devait s'asseoir, discuter sur la modalité. S'il est d'accord, on commande notre collaboration. S'il n'est pas d'accord, on arrête. Et même s'il faut donner quelque chose, on donnera pour se séparer dans de très bons termes. C'est dans ça qu'on en fait. On peut pas être en train de recruter quelqu'un et puis en même temps recruter un prestataire. Ça n'a véritablement aucun sens. Le monsieur reste, il reste. Après, il se lève, il part. Et puis, il continue à harceler au téléphone. Il faut qu'on le paye par SMS, WhatsApp et tout. On lui dit, mais on recrute quelqu'un, on n'est pas en train de chercher un mercenaire, pas quelqu'un qui veut l'argent, on ne manque pas, ils sont pleins dehors. Non, pas quelqu'un qu'on doit recruter, qui doit travailler avec nous. Le monsieur dit qu'on doit le donner que c'est 90 000. On hallucine, on est une organisation à but non lucratif, on n'a pas d'argent dans les caisses, on est encore en train de s'ouvrir. Où est-ce qu'on va prendre 90 000 pour donner à quelqu'un qu'on veut recruter? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas encore avec nous, on doit prendre 90 000 pour recruter. Ça veut dire qu'en gros, pendant tout l'entretien qu'on faisait, tout ce qu'on racontait là, monsieur s'en foutait, il n'écoutait absolument rien dans sa tête. Il avait ses plans, je n'en sais rien parce que je ne sais vraiment pas, c'est comme ça que je peux dire ça parce que ça n'a vraiment aucun sens. Moi-même, j'ai déjà participé à plusieurs entretiens et j'ai jamais imaginé de telles choses. Donc, une semaine plus tard, après les échanges sur WhatsApp, qu'on ait pris la peine de l'expliquer ce qu'on veut et tout reformuler, qu'il savait d'ailleurs, mais apparemment, comme je disais, il avait déjà ses plans et il s'en foutait de l'entretien et tout ce qu'on faisait. Il cherchait juste des boucs émissaires qui devaient lui donner apparemment de l'argent. Donc, il vient avec une convocation une semaine plus tard. Et puis j'ai dit, il n'y a pas de souci, on ne mange pas les gens au commissariat, on va aller nous faire entendre. C'est comme ça que le lendemain, enfin le jour qui était mentionné que je me présente à la brigade, de Koningui, on me reçoit, on me fait lire sa plainte, on m'auditionne normalement. Bref, les enquêteurs ont vraiment mené cette enquête comme il se doit normalement. Et puis ils m'ont dit, on va rester, voir si c'est nécessaire. On va encore discuter avec le monsieur, voir si c'est nécessaire, vous confronter pour la suite. Et puis je suis resté, j'ai attendu, donc j'étais attentif. Il n'y a pas eu de suite. C'est sûr que les enquêteurs, après avoir mené l'enquête, ont compris que c'était un dossier vide. On ne peut pas vouloir recruter quelqu'un et puis se faire passer pour un prestataire et demander un montant d'argent. Vraiment, il y avait un paradoxe et une contradiction entre ce que le monsieur demandait et ce pour lequel on voulait le recruter. Donc le monsieur, il a sûrement attendu, fatigué, il n'y a pas eu de suite, ou alors il a causé avec les enquêteurs, on lui a dit que son dossier n'était pas intéressant. On reste dans le bureau 2 semaines à 3 semaines plus tard, le monsieur Top, c'était mercredi, et puis il vient avec une deuxième convocation. Et cette fois-ci, on me convoquait pour un vendredi. On dit d'accord. Et cette fois-ci, il n'est plus allé à la brigade de Koningui, il a changé, il allait maintenant avec nous. Je ne sais pas si c'est la brigade ou bien sur le commissariat. Quand il est arrivé au bureau, on était en pleine réunion avec des collaborateurs, on s'est dit, c'est quoi cette histoire? On veut recruter quelqu'un, maintenant il passe son temps à nous traîner de commissariat en commissariat, c'est peut-être finalement son job. Et on dit, il n'y a pas de souci, je vais aller répondre de cette convocation. Et après qu'il soit parti, on se rend compte que le jour de la convocation, c'était le 11 février, c'est un jour férié. Bon, on a donc dit, bon, le 11 février, on peut parler. Je ne savais même pas, je ne sais pas si l'administration dans les commissariats et autres, ils travaillent le 11 février, les jours fériés et tout. Donc, on s'est donc dit, bon, il va sûrement venir avec une deuxième convocation. C'est-à-dire que comme c'était un jour férié, il ne devait rien avoir. Donc, on s'attendait à ce qu'il vienne avec une deuxième convocation. Je ne savais pas que quand même c'est un jour férié, quand on te convoque, tu dois quand même aller avant qu'on te dise que c'est un autre jour. Donc, on attend la deuxième convocation. Une semaine, le monsieur ne vient pas. Et puis, entre-temps, je me suis déplacé pour Douala. Pendant que je suis à Douala, le monsieur m'appelle et puis me dit qu'il est au bureau avec une convocation. Je lui dis que je ne suis pas dans la ville, malheureusement, et que je suis côté de Douala et que je ne sais pas exactement dans ce que je vais rentrer. Parce que vous savez, quand vous arrivez à Douala, le programme est souvent trop chargé. Vous pouvez dire que je rentre aujourd'hui et puis vous êtes en train de rentrer le lendemain ou même 2 jours plus tard.
Je lui dis, je vais rentrer dans tous les cas, appelle-moi pour savoir si je suis retourné pour venir avec. Et puis, j'ai fini ce que j'avais à faire. Donc là, je suis retourné ici, donc je savais que dans tous les cas, il allait venir au bureau. Il n'est pas venu, il m'a plutôt fait une capture. La convocation qu'il a envoyée sur WhatsApp. Je lui ai dit non, comme la première fois que tu es venu, j'ai signé, il faut venir au bureau. Je ne fais pas les trucs sur WhatsApp, il faut venir au bureau, je vais desserrer, je vais aller, je ne suis pas en train de fuir. Et c'est comme ça que quand je suis retourné, je l'ai attendu, le monsieur n'est pas venu. Et puis peut-être 2 semaines plus tard, je suis en pleine réunion avec des partenaires au bureau. On voit un anti-gant et un monsieur en tenue, et puis je vois le monsieur entrer. Ils disent qu'on veut parler à monsieur Djoko. Je lui dis oui, c'est moi, mais nous sommes en pleine réunion là. Est-ce que vous pouvez patienter? Après, je vois le monsieur entrer. Je dis ah, donc c'était par rapport à ça. Et puis je dis aux gens avec qui il était que nous sommes en pleine réunion. La première fois qu'il a déposé le truc, c'était un jour férié. Et la deuxième fois, il est venu, je n'étais pas là. Donc je l'attendais dans tous les cas, à tout moment pour venir, pour qu'on m'écoute. Ces gens-là disent qu'ils vont seulement m'embarquer, qu'il n'y a rien à faire. Je leur dis que mais vous m'embarquez comment? Est-ce que je suis un voleur? Quelqu'un a porté plainte. Entre-temps, il y a eu des incidents tels que les fériés et puis le déplacement. Mais permettez-moi de finir ma réunion et puis demain matin, je serai là à 10h. Je suis en train de vous le dire là. Et si demain je ne viens pas, vous aurez tous les droits de venir faire ce que vous êtes en train de faire là. Ils exigent qu'ils vont partir avec moi, qu'il n'y a rien à faire. Quel abus! Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on vient arrêter quelqu'un n'importe comment? Il faut suivre. Et même si on doit venir t'arrêter, il faut un mandat, les procureurs doivent donner tout. Donc il y a toute une procédure dans tous ces trucs-là. Les messieurs exigent qu'ils doivent me porter, ils m'ont intimidé, ils ont passé des coups de fil, des trucs. Et puis, à un moment donné, je me suis même dit, mais c'est même quoi cette histoire? Pour une histoire d'entretien d'embauche, ça devient déjà qu'on veut déjà m'emporter. En tout cas, dans tous les cas, allons-y. Je ne savais pas que c'était un truc qui était déjà bien tissé et qu'il y avait une suite qui devait suivre, que ma présence là-bas devait suivre ce qui était déjà pensé et que quand j'allais là-bas, ce n'était pas pour qu'on m'auditionne, pour mener les enquêtes, pour savoir si ce que le monsieur dit est vrai ou pas. C'est comme ça que j'arrive au commissariat, il était peut-être un truc comme 16h. Quand j'arrive au commissariat, normalement, je m'attends à ce que ça se passe normalement. C'est-à-dire qu'on me reçoit d'abord, seul, qu'on me dit ce qu'on me reproche, qu'on m'auditionne normalement et tout. Et plus tard, on pourra nous confronter pour essayer de mener les enquêtes pour savoir qui de nous deux dit la vérité ou bien qui ment. Je sais que d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive, l'officier qui est là me fait entrer et puis fait entrer directement le plaignant. Ça m'étonne d'abord. Bon, je dis, il n'y a pas de souci. Et puis, il passe la parole au plaignant. Le plaignant parle. Quand le plaignant finit de parler, il me donne aussi directement la parole. Une fois de plus, ça m'intrigue. Bon, je me dis, okay, bon, peut-être il veut qu'on aille vite. Je l'explique aussi ce que j'explique. Et dès que je finis, il me dit qu'il nous a écoutés tous les deux et que je vais payer les 90 000. Je suis étonné que, comment ça payer? Je suis venu ici pour que vous m'auditionnez, que vous menez les enquêtes normalement. Après, vous avez écouté, vous décidez l'immédiat que je vais payer. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe, monsieur l'officier? Il me dit que je vais payer et que si je continue à parler, il va me faire très mal. Une fois de plus, c'est-à-dire j'étais dans un esprit d'étonnement, j'étais étonné. Et puis je voulais m'appeler mon avocat pour demander que mais, je ne comprends pas ce qui se passe là et tout. Donc j'ai voulu faire un message à mon avocat pour dire bon, je suis dans telle situation et tout. Et le monsieur, il a paniqué, l'officier, c'est-à-dire dans le plan, il était prévu que quand je devais arriver, on devait m'intimider pour que je paye les 90 000 francs. Bon, quand ils ont essayé dans le plan d'intimidation, ça n'a pas marché. Je n'ai pas mordu à ce qu'il voulait. Donc maintenant, le monsieur a décidé de passer à une autre étape. Il a donc paniqué, il a cru que j'écrivais à qui il me demande de déposer mon téléphone dans son bureau. Je lui ai dit, je dépose mon téléphone. J'ai senti qu'il voulait me brutaliser, j'ai déposé le téléphone. Il prend mon téléphone, donc il veut regarder mon téléphone est verrouillé. Il me demande de déverrouiller le téléphone. Je dis que je ne déverrouille pas. L'officier m'a donné des coups de poing, je vous le dis, hein, vous qui voulez entreprendre. L'entrepreneuriat ne rit pas. Donc, je suis en train de vous parler d'une agression qui m'est arrivée. Donc, vous créez une entreprise, vous voulez recruter quelqu'un, vous vous retrouvez dans un commissariat, on vous donne des coups de poing ou on vous menace. C'est des choses réelles qui existent. Donc, il me donne des coups de poing pour que je déverrouille mon téléphone. Et je me suis rendu compte que j'étais dans son fief et que si je riposte, il pouvait inventer n'importe quel motif, me coller dessus pour me faire ce qu'il veut, puisqu'il est dans son bureau. Je ne peux pas nier, il n'y a pas de témoin.
Et du coup, j'ai décidé donc de ne pas riposter à la brutalité. Et je n'ai pas non plus voulu dévorer mon téléphone. Il m'a tiré, il m'a traîné à l'extérieur, crié, il a levé tout le commissariat pour vouloir faire croire que je suis un bandit, que j'ai quoi dans mon téléphone. Bref, il a commencé à raconter des trucs bizarres et tout et tout. Et tous ses collègues sont sortis, donc il m'arrêtait comme un bandit. Hein. Tous ses collègues sont sortis, c'était nombreux, tout au moins ils étaient plus de 6. Et ils étaient armés, certains. Bon, face à tout ça, j'ai vu que si je voulais essayer de résister, quelque chose de grave pouvait m'arriver. Et puis, on parlait de moi au passé. C'est comme ça que je déverrouille dans le téléphone. Il prend mon téléphone, il voit que j'avais filmé. Pas avant d'aller comme ça, j'avais filmé la convocation, j'ai envoyé à mon avocat. Et puis, j'ai écrit à mon avocat que le monsieur me demande simplement de payer. Donc, il voit donc ça maintenant. Il a déformé les faits, il commence à dire publication des pièces officielles comme la convocation sur les réseaux sociaux, la peine encourue. Bref, il a commencé à sortir tout un tas de trucs. Pour cela, on va te montrer. Et puis, il donne l'ordre qu'on m'arrête et qu'on me menotte. Tel que je suis en train de vous expliquer là. C'est comme ça qu'on m'arrête, on me menotte. Donc voilà un chef d'entreprise, un président d'organisation qui, pour avoir voulu recruter un jeune pour lui offrir une offre d'emploi, se retrouve arrêté, torturé et menotté dans un commissariat. Où est la logique dans tout ça? Ça n'a vraiment aucun sens. Et une fois de plus, dans leur stratégie c'était l'intimidation pour que je paye cet argent. Non, moi j'ai dit que je ne peux pas payer quelque chose que je ne reconnais même pas. Et d'ailleurs, si tu commences à payer ce genre de choses, tout ce que tu vas recruter par la suite, tu vas passer le temps à faire ça, tout le monde viendra t'abuser. J'ai dit que je ne veux pas payer. Donc ils m'ont enchaîné donc, comme ça, ils m'ont menotté donc comme ça, jusqu'à peut-être, il était 16h30 à peu près, jusqu'à peut-être 19h. J'étais couru là, ils avaient confisqué mon téléphone, je ne pouvais ni appeler, ni rien faire. Ils attendaient que j'appelle pour dire que je vais payer. Non, je ne peux pas le faire. C'est pas normal, l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais c'est pas pour autant qu'on va vous agresser, abuser n'importe comment. Nous sommes quand même dans un état de droit et il faut quand même se respecter aussi. Et surtout quand vous avez raison sur quelque chose, vous ne devez pas accepter n'importe quoi. Donc c'est comme ça donc je reste là jusqu'à un certain heure. Le monsieur qui m'a menotté, je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe même ici? Et après, il y a un bagarre qui est éclaté au commissariat. L'officier lui met en question, il a reçu des coups d'un autre monsieur du corps. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, donc il y avait la tension et tout et tout. Le monsieur qui m'a menotté, je lui ai dit, mais maintenant, monsieur, je ne sais pas ce que je fais. Si vous me menotez, est-ce que je suis un bandit? Et c'est comme ça que vers 20h, on m'enlève les menottes. Et puis, j'ai dit à l'officier, vous m'avez confisqué ici depuis 16h, vous m'avez menotté et tout, je veux mon téléphone. Il me demande de donner, il me donne mon téléphone et puis il me demande de remettre ma carte d'identité. Je dis non, je ne peux pas vous remettre ma carte d'identité. Il y a quoi? Je serai là, convoquez-moi, je serai là demain. Il me dit que non, il retire ma carte d'identité comme pièce de conviction parce que je peux fuir. Je dis je fuis où? Vous connaissez mon bureau, je vais fuir pour aller où? Il dit qu'il va retenir. C'est comme ça qu'il retire ma carte d'identité et puis il me remet mon téléphone. Je rentre donc comme un bandit, c'est-à-dire j'ai pas de pièce, c'est-à-dire si on fait un contrôle, on va me considérer comme quelqu'un, comme un sans-papier dans mon propre pays. Et c'est comme ça donc que je rentre et puis le lendemain je me rends donc au commissariat cette fois-ci, je me rends cette fois-ci avec mon avocat et puis quand on arrive on avait aussi pris des dispositions parce que dans cette situation il ne peut plus marcher n'importe comment, on a pris des décisions, passer aussi des coups de fil pour essayer de prendre des dispositions. Quand on arrive donc, parce que après les coups de fil que j'ai passés, il était question quand j'arrive au commissariat, on doit rencontrer le chef, celui qui commande cette unité-là, qu'on devrait donc l'informer de ce qui se passe avant d'aller à l'entretien. Quand on arrive donc, je ne sais pas comment ça se passe, on a tout fait pour qu'on ne rencontre pas la personne qui est responsable de cette unité-là. On nous a plutôt fait rencontrer son secrétaire, puis l'officier en question est sorti directement, on l'a donné dans le dossier de mon avocat et tout. Il disait qu'il ne connaissait pas cette affaire, lui-même il était étonné. Et c'est là qu'il lève la tête, il me voit, il comprend. On descend dans son bureau, on arrive dans son bureau, il dit qu'il ne me reçoit pas, il était un truc comme déjà à peu près 12 heures. Il se fâche qu'il ne me reçoit pas, et tout, qui va me recevoir le dernier. Je dis, il n'y a pas de souci, le plus important c'est que vous me recevez. Il a tourné, menacé, et plus tard, autour de 14 heures, donc on arrive à 12 heures, autour de 14 heures, on décide donc de m'auditionner, c'est-à-dire par où tout devait commencer. Parce que quand vous arrivez dans un commissariat, je le parle ici pour que d'autres qui ne connaissent pas comment ça se passe le sachent, demain, il ne faudrait pas accepter qu'on vous fasse n'importe quoi, et même si on le fait, il faut exiger. Donc le deuxième jour, après ces menaces, ces menottes et autres, c'est le deuxième jour donc on commence à m'auditionner autour de 14 heures.
en présence de mon avocat, bien sûr. Donc, du coup, pendant l'audition, quand il voulait détourner le truc, l'avocat lui dit non, c'est pas comme ça et tout. Et l'avocat, c'est un problème civil. On ne sait même pas ce que ça fait dans un commissariat du tout. C'est un problème de civil, c'est une histoire de travail, donc ça ne devait même pas normalement se retrouver là-bas. Donc on a fini l'audition. Mon audition a duré près d'1h30, parce que c'était une audition vraiment extraordinaire. Il voulait m'imposer d'accepter certaines choses. Non, l'avocat dit ne signe pas ici, ça veut dire ceci, répéter et tout et tout. Donc on a fait les choses normalement. Pendant qu'on faisait ça, l'officier passait et disait à l'enquêteur, ah n'écoute pas ça, on va enrôler ça, demain on va envoyer ça au parquet, demain on va l'envoyer en prison. C'est ce qu'il disait. Donc l'intimidation continuait et dans ma tête j'étais tranquille et zen parce que j'étais sûr de ce que je faisais et je n'avais rien fait de mal à personne. Vouloir recruter quelqu'un n'est pas un péché. Créer une entreprise et vouloir donner la chance aux gens de travailler n'est pas un péché au point où on doit vouloir arrêter les gens. Non. Et les commissariats ne peuvent pas non plus servir pour escroquer les gens. C'est-à-dire que quelqu'un au quartier n'a jamais créé une entreprise, mais il vient voir les gens pour venir arrêter des chefs d'entreprise. C'est pas comme ça que ça marche. En tant que chef d'entreprise, on doit se respecter. Donc on finit donc l'audition. Ils appellent donc le plaignant qui arrive dans les minutes qui suivent. Et puis il faut la confrontation. Je n'ai jamais vu un individu menteur comme ce monsieur, je vous assure. Il ment juste qu'il dit qu'il n'a jamais utilisé nos appareils, ni même nos micros pour nous filmer. Et où j'ai dit aux enquêteurs que faites-vous votre travail, c'est que vous êtes venu au bureau m'arrêter. Oui, vous m'avez contraint de venir dans vos bureaux. On peut rentrer au bureau, puisque je vous dis qu'on a des caméras et des micros. Et la vidéo que le monsieur a même faite, on peut regarder la vidéo et vous allez voir que c'est notre micro qu'on utilise. Vous êtes quand même enquêteur, menez bien votre travail et ne pas faire subir des injustices aux gens. Et c'est quand je dis ça que l'enquêteur a donc compris qu'ils étaient dans la merde. Puisqu'il savait que s'il venait au bureau, il devait voir les caméras, les micros et tout. Et il devait donc comprendre tout ce qu'ils m'ont fait subir. Donc c'était de l'abus. C'était de l'abus total. Et c'est comme ça donc, il a donc décidé maintenant, l'officier a donc décidé que je ne rentre pas, que je vais dormir au poste. Moi, je lui ai dit que moi je ne peux pas dormir au poste, ça n'a aucun sens, je n'ai rien fait. On m'a auditionné et puis je vais rentrer. Si à la suite doit continuer. S'ils veulent l'envoyer au parquet, qu'ils envoient au parquet. Et les avocats vont s'en charger, c'est ce que je lui ai dit. Donc dans leur stratégie, c'était qu'ils ont entendu avec le monsieur, ils vont venir m'intimider, récupérer l'argent. Et bon, bref, faire ce qu'ils veulent faire avec, ça ne m'intéresse pas. Ils n'avaient pas prévu le scénario où ils doivent m'interpeller, je résiste et que je vienne avec un avocat au point où je disais que bon, si ça part au parquet, allons-y au parquet et que les avocats vont s'agir. Ils n'avaient pas prévu ça. Ils décident comme au commissariat justement pour toujours la pression, c'est toujours des techniques de pression. Et puis je lui dis dans tous les cas, je ne donne rien parce que je n'ai pas escroqué quelqu'un. Si vous voulez envoyer au parquet, mon avocat va suivre l'affaire. Il me fait donc perdre le temps. Entre-temps, je me suis entretenu avec mon avocat, il est sorti, il a encore passé quelques coups de fil. Et puis dans les minutes qui suivaient, on a appelé l'officier en question. On l'a appelé en question. Il était déjà à peu près 17 h. L'officier est sorti, il a mis presque 1 heure de temps. 1 heure de temps. Et il m'avait laissé là dans la salle donner les instructions que je ne bouge pas. Donc il est monté, donc il est allé là-bas pendant 1 heure. Donc on l'a sûrement, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas, mais nos contacts ont dû intervenir et cet officier-là, on lui a redressé. Il lui fait comprendre qu'il était en erreur. Et du coup, quand il est rentré dans son bureau, on m'a libéré, c'est comme ça que je suis parti. Ils ont dit qu'ils devaient envoyer l'affaire au parquet. On a dit, il n'y a pas de souci, envoyez, on va s'en charger. L'avocat a dit, envoyez, on va s'en charger. C'est comme ça que l'affaire est morte et c'est comme ça que l'affaire est terminée. Donc, je partage cette expérience avec vous, pas pour vous décourager, juste pour vous dire qu'être entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, vous devez traverser beaucoup d'étapes. Vous devez rencontrer des difficultés. Ça ne doit pas non plus, les difficultés ne doivent pas non plus vous détourner de vos objectifs, ne doivent pas non plus vous détourner de ce que vous souhaitez apporter. Comme je vous ai dit, dans le cadre de notre organisation, on veut apporter une autre alternative, donner une meilleure éducation aux internautes africains et camerounais pour une bonne utilisation des nouvelles technologies. Donc le fait d'avoir rencontré ce problème ne doit pas non plus me décourager de manière abandonnée, non. Est-ce que le fait de vouloir recruter quelqu'un, il vous traîne au commissariat, va faire que vous n'allez plus recruter? Non, on doit toujours continuer. Je partage cela avec vous, que vous preniez conscience et que vous comprenez que beaucoup de personnes que vous voulez recruter dehors ne doivent pas figurer dans votre entreprise. Vous allez recruter des gens comme ceux-ci qui sont des mercenaires qui non seulement vont vous traîner dans le commissariat, vous extorquer de l'argent, vous perdre du temps et parfois même vous piéger dans l'entreprise pour que vous tombiez.
pour que vous trébuchiez. Mais soyez fort, il faudra que votre rêve soit plus fort et que vous continuez à vous battre. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que sortir de cette expérience, c'était ma première fois, il faut que je vous le dise, c'était ma première fois de faire face à un commissariat. Donc, de toute ma vie, je ne suis jamais allé dans un commissariat pour une quelconque plainte. Je n'étais jamais allé à un commissariat, donc c'était ma première expérience, malgré que j'ai été entrepreneur pendant des années. Et j'ai finalement compris que c'est un signal qui est en train de me dire que M. Diop, vous êtes en train de passer à un autre niveau, parce que les difficultés que vous allez rencontrer seront encore plus grandes et que c'était une préparation. C'est comme ça que j'ai pris ça et je vous assure que depuis cet événement, j'ai beaucoup changé aussi. Je me suis amélioré sur beaucoup de choses. Certaines choses que je négligeais, telles que les avocats, les procureurs aujourd'hui, je ne les néglige plus du tout. C'est quelque chose de très important quand on entreprend. Vous devez avoir un avocat qui doit vous défendre et si possible avoir plusieurs autres contacts. Parce que quand vous lancez en entrepreneuriat, parfois des gens peuvent venir vous abuser. Et si vous n'avez personne pour pouvoir vous protéger dans ce genre de situation-là, tout votre rêve et tout ce qui vous accompagne, tout est voué à l'échec. Et pour un projet comme celui qu'on est en train de porter, on ne peut laisser rien nous détourner de cet objectif. Et on doit continuer. Donc, comme je vous disais, malgré les difficultés, on se serre les coudes et on continue à avancer et à dire, doit réaliser ce pour lequel elle s'est promise. Oui, c'est notre objectif. Donc, chers entrepreneurs, j'espère que vous avez écouté et que vous avez compris aussi qu'on ne marche plus seul. Venez pour que, ensemble, dans notre organisation ADI, on puisse se soutenir des coudes, partager des expériences, créer des vraies entreprises solides et surtout travailler notre mindset d'entrepreneurs gagnants qui va nous permettre de créer individuellement nos entreprises qui vont perdurer et permettre de changer nos différents quartiers, nos différents pays et notre Afrique. Donc pour finir, chers entrepreneurs, quand vous voyez notre entrepreneur en face de vous, ou alors si vous aspirez à vous lancer en entrepreneur, retenez-vous de critiquer, de donner des leçons, d'insulter ou alors de penser que les autres sont faibles. Non, parfois ils sont en train de préparer le terrain pour que vous, quand vous allez arriver, vous ne tombez plus dans ce genre de piège. Parce qu'après avoir suivi une vidéo comme celle-ci, une chose est sûre, si un tel cas se présente demain, vous saurez à peu près ce qu'il faut faire. Vous n'allez pas tomber dans le panneau à peu près comme je suis tombé. C'est de ça que je voulais partager avec vous. Donc, soyons solidaires, marchons ensemble. Souvent, nous ne marchons pas seuls. Parce qu'en marchant seul, vous êtes plus vulnérable à l'attaque et à toute autre chose qui peut arriver dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, venez pour qu'ensemble, à ADI, on puisse développer notre pays et continent. C'était Yannick Djoko, le dompteur digital.